Bonjour à tous, merci aux organisateurs pour me donner l'opportunité de discuter notre recherche avec vous. Je dois remercier aussi mes co-auteurs ici, listés ici, surtout ma postdoc, Joanna Kolasinski. Elle est française, elle a corrigé toutes mes diapos qui vont suivre. Donc, s'il y a quelque chose de bien, c'est elle qui a fait. S'il y a des erreurs, c'est moi qui ai fait dans les dernières minutes. Mais je vais commencer avec quelque chose que tout le monde doit savoir. La matière organique, c'est un mélange des sources de carbone différentes, des âges différents et des réactivités différentes. Mais le mouvement de notre champ des études, c'est d'analyser les composés spécifiques. Moi, je vais penser un peu en marche arrière et je vais vous discuter un moyen de mieux analyser le bulk du carbone, le moyen de composition de carbone. Parce que j'indique ici qu'on peut juste extraire 2% de la matière organique dans un sédiment, dans un bon jour. Et on peut juste analyser un tout petit peu partie de cette matière organique. Donc, je suggère qu'on brûle la matière organique doucement, en pyrolyse graduelle, pour mieux analyser. C'est basé sur une hypothèse ici qu'on peut utiliser la stabilité thermochimique pour imiter la stabilité diagénétique qui représente le mélange des sources de matière organique. Et on peut faire ça dans le laboratoire. Donc, on va utiliser la stabilité thermochimique comme un proxy pour la stabilité diagénétique. Voici notre suite de réacteurs. Il y a 2 réacteurs en fait en quartz dans 2 fourneaux cylindriques ici. Le réacteur de l'intérieur, c'est purgé constamment avec un flux d'hélium. On a notre échantillon de sédiment ici, entre 2 couches de quartz fibre. En fait, c'est comme une sorte de nid de quartz de fibre qui permet le flux de hélium et les produits de la réaction de pyrolyse de passer dans le deuxième fourneau qui est... et je dois mentionner que ce fourneau ici, on enlève la température graduellement, linéairement, à 5 degrés par minute, 5 degrés Celsius par minute, de la température ambiante de la laboratoire jusqu'à 1000 degrés Celsius. Et pour le deuxième fourneau, quand les produits de la réaction pyrolyse est balayé, on garde ce fourneau à 800 degrés Celsius avec des catalyseurs de nickel, platinum et un oxyde de cuivre pour produire de CO2 dans le deuxième fourneau. En avoir CO2, ça nous permettra de quantifier les produits de la réaction pyrolyse avec un détecteur infrarouge sans arrêter le flux d'hélium. Et après ça, on peut piéger le CO2 dans 2 pièges. En fait, on a un piège qui est ouvert à la pression atmosphérique qui permet le flux d'hélium, et on peut changer à l'autre piège qui est ouvert à notre système de séparation évacué. Donc, il y aura quelques-uns dans l'audience qui peuvent voir que je remonte un peu le temps. Ici, en fait, il y avait Jean Hospitalier qui a créé une méthode pareille dans les années 70 qui s'appelait Rockyval. Malheureusement, toute la littérature de ça a disparu après les années 80 parce que c'était utilisé que dans les compagnies pétrolières. Il était avec l'Institut français de pétrole. On a modifié effectivement cette méthode pour faire des analyses isotopiques stables et aussi les analyses de carbone 14. Et voici, je vais passer quelques diapos sur la vérification des méthodes, et puis je vais vous montrer comment on peut l'utiliser sur plusieurs questions scientifiques. Voici des données, en fait, c'est juste l'évolution de CO2 en fonction de température de pyrolyse. On a commencé cette méthode pour la question de la datation des sédiments en Antarctique. Et le problème avec les sédiments de l'Antarctique,
Il n'y a pas une bonne conservation des foraminifères pour la datation. Donc, on doit compter sur la datation de la matière organique. Et ça, c'est un problème parce que la matière organique, comme j'ai déjà dit, c'est un mélange de beaucoup de choses. Donc, on a pyrolysé ce sédiment, pas de grande chose ici, parce que si on a voulu séparer les composés de matière organique, on aurait voulu voir des pics différents. On ne voit pas, donc c'était un peu désespérant. On doit attendre, bien sûr, on a fait notre premier projet avec le carbone 14, on a dû attendre 6 semaines pour des données qui a supporté notre hypothèse. Et voici, je montre les données avec un deuxième axe des ordonnées qui montre l'âge en année carbone 14. Et ces barreaux ici, avec une large qui représente l'intervalle de température sur lequel on a piégé le CO2. Donc, on voit ici deux choses très importantes, que effectivement l'âge augmente avec les températures monotones et il y a un raffinement de l'âge de plus que 10 000 années dans une seule couche de sédiments dans l'Antarctique. On l'appelle un raffinement parce qu'on a su que ces sédiments sont contaminés avec des matières organiques plus vieux que celles qui est produite dans le colonne d'eau à cause de l'érosion glaciaire des rochers de l'âge de Jurassique. Donc, c'était notre vérification de la méthode. J'ai dessiné, c'était pas ma fille de 3 ans qui a dessiné ça, c'était moi. Si quelqu'un connaît un artiste, je voudrais savoir, parce que c'est un arbre moche, mais ça vous montre les projets qu'on a fait. Et ça, c'est la branche de datation des sédiments. On est toujours actif sur ça. On a continué ici au milieu de développer les méthodes, bien sûr. On a aussi appliqué sur la chimie de l'environnement, surtout sur le marée noire du plateforme pétrolière de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Mais je vais vous parler plutôt de ces deux branches ici. C'est le cycle du carbone en termes de sol et aussi dans les systèmes fluviaux, le transport de sédiments fluviaux aujourd'hui. Donc, le premier projet après la datation des sédiments qu'on a lancé, c'était un projet avec Valier Gali sur les sédiments suspendus dans le système de fleuves et de rivières Ganga-Brahmaputra. Donc, on a pris un échantillon ici sur la rivière Narayani, qui est un affluente à la fleuve Gange. Et c'est l'endroit de l'échantillonnage, c'était juste au pied des montagnes de l'Himalaya. Et on a pris des échantillons pendant 2 saisons de mousson, en 2005 et 2007. Et voici les résultats de ce projet. On voit quelque chose vraiment différent qu'on aurait vu voir pour la première étape avec les sédiments antarctiques. On voit une évolution de CO2 bimodale. Et c'est important parce que ça suggère justement qu'on a séparé bien au moins 2 composés de la matière organique. On voit aussi que les âges sont bimodales. On a presque le même niveau de carbone 14 que dans l'atmosphère, dans le premier pic, et dans le deuxième pic, on n'a presque pas de carbone 14. Donc, la littérature avait déjà constaté qu'il y avait 3 sources de carbone dans ce système. Il y avait le carbone biosphérique, moderne et âgé. Et il y avait aussi le carbone pétrogénique. Carbone pétrogénique, ça c'est très difficile d'analyser directement parce que c'est ces fractions-là qu'on ne peut pas extraire chimiquement. Donc on fait un modèle linéaire avec les 2 saisons de mousson ici. Et on voit que dans les 2 saisons, on partage le même origine d'abscisse ici. Et cette origine nous donne le pourcentage de carbone pétrogénique de carbone total. C'est un tout petit numéro là, un tout petit chiffre, mais il faut se souvenir que ce système, c'est une des plus grands systèmes fluviaux pour livrer les sédiments et les matières organiques dans les océans.
Et ça représente aussi une mesure directe. Ce n'est pas une approximation, une estimation, c'est une mesure directe du fraction du carbone pétrogénique. Après ça, c'était pendant mon postdoc à Woods Hole Oceanographic Institution. Après ça, j'ai pris une post à Tulane University, qui est dans la ville de Nouvelle-Orléans. C'était juste après la tempête de Katrina. C'était très intéressant là, en termes de reconstruction de cette ville, mais aussi c'était intéressant en termes de la fleuve Mississippi qui traverse la ville. En fait, vous pouvez voir ici, j'ai mis le moyen climatologique de décharge de Mississippi en noir au milieu, et j'ai mis les lignes grises qui représentent deux écarts types de ce moyen climatologique, et les données quotidiennes en rouge. Vous pouvez voir que les données en rouge sont presque toujours un peu plus haut que le moyen. Donc il y avait beaucoup d'activités sur le fleuve pendant les 5 années que j'étais à Tulane University. Donc on a fait un échantillonnage temporel là, pour échantillonner ce premier grand cru en 2008. Et j'ai une publication en Global Biogeochemical Cycles 2013 pour une comparaison entre 2008 et 2009. Il y avait un petit coup en 2009, mais l'important, on a su qu'on allait suivre le moyen climatologique pour une bonne comparaison. Et maintenant, on est en train de faire une publication sur le plus forte décharge du record de Mississippi qui va jusqu'aux années 50. Voici une carte du système. Il y a le Mississippi ici, et il y a l'Atchafalaya qui est une effluent de Mississippi, et ça prend peut-être 30% de décharge du Mississippi, mais c'est le même système par ici. Donc, on avait des endroits différents spatialement, mais on a calculé que c'est juste une centaine déserts pour le transport de l'eau et des sédiments entre les endroits. Donc, on a assumé que c'était effectivement un échantillonnage temporel. Et on a demandé la question, est-ce que les changements, les variations de décharge peuvent changer les spectres des âges dans la matière organique? Et si oui, sinon, est-ce qu'il y a des autres variables qui sont importantes? Et comment est-ce que les spectres des âges changent dans l'environnement marin, aux embouchures de fleuves? Et voici l'échantillon qu'on a pris en 2008 en rouge. On a pensé qu'on suivait le moyen, mais il y avait un tout petit creux en 2009 en bleu ici, mais le truc c'est que c'est beaucoup plus petit en fait en superficie que cela de 2008, et ça se montre dans les données qui sont montrées ici. Ici j'ai plusieurs spectres des âges. Sur la gauche c'est pendant la forte décharge, et sur le droit c'est le décharge qui est avoisinant le moyen, et on voit 3 profondeurs différentes. C'est 10%, 50% et 90% du profondeur du fleuve. On peut voir en comparaison horizontale que pendant le grand cru de 2008, les spectres des âges étaient toujours plus vieux que celles de 2009. On peut voir aussi en comparaison verticale ici que tous les spectres des âges pendant le plus grand cru, le plus forte décharge en 2008 était pareil lorsqu'il y avait des grandes différences entre les spectres des âges en 2009. Ça veut dire que le colonne d'eau était bien mélangé pendant un grand cru, et c'était stratifié pendant une décharge qui avoisine le moyen. Donc, on peut modeler chaque évolution de CO2 dans une série de Gaussiennes ici, et on peut assumer que tout le carbone pétrogénique va se trouver dans ce Gaussien ici, C3. Et si on fait des calculs avec les différences d'âge, on peut voir qu'entre 130% et 530% plus de carbone pétrogénique
étaient transportés lorsqu'il y avait les fortes décharges de 2008. Spatialement, on a vu qu'il y avait une préférence de la matière organique jeune. Et en fait, c'est que les données de 2009 ici. Et on voit le chaîne de fleuve, CH, et on voit l'embouchure de fleuve, OF. A, c'est Atchafalaya, M, c'est Mississippi. OF, ça veut dire outflow en anglais, donc ça c'est l'embouchure. On peut voir toujours à l'embouchure que c'est plus âgé, dans tous les cas. À nous, ça veut dire, ça nous a donné un indice que peut-être lorsqu'il y avait les sédimentations, il y avait des interactions microbiales qui préféraient la matière organique plus jeune. Maintenant, on a beaucoup plus d'évidence pour ça. Après le plus forte décharge de 2011, on a échantillonné l'embouchure de l'Atchafalaya. Je montre des données de cette date ici, juste après le pic de l'inondation du cru. Et on voit ici, sur les régions côtières, près de la formation deltaïque, il y avait un halocline à peut-être 3 mètres. Donc, il y avait de l'eau douce à moitié d'un mètre, et il y avait l'eau salée, relativement salée à 3,5 mètres. Et on peut voir que le spectre des âges, c'est plus vieux sous l'halocline. Donc, ça veut dire lorsqu'il y avait la sédimentation, les particules deviennent plus âgées très rapidement. Ces deux échantillons étaient pris dans une matière de quelques minutes et évidemment quelques mètres l'un de l'autre. En compilation des deux données de deux systèmes de fleuves, on voit que toutes les données de Mississippi et de l'Atchafalaya sont en bleu. Ici, je les ai mis avec les couleurs en fonction de la différence entre l'âge maximum et l'âge minimum. Donc, c'est effectivement la largeur du spectre des âges. Et on voit que toutes les données du Mississippi sont pareilles en forme un seul mode. La température maximum, c'est pareil. Et c'est beaucoup différent que les données du Narayani. Donc, le Narayani, c'est une partie d'un plus grand système. Si ça se jetait directement dans l'océan, ça veut dire que ça va enterrer beaucoup plus de matière organique pétrogénique. Et c'est très important parce qu'il y avait une question hier si on peut upscaler les petits systèmes. Et ça suggère que non, en matière de transport de matière organique. Donc, toutes ces données que je vous montre, ce sont des mélanges de l'érosion de rochers, mais aussi un grand composé de ça, ce sont des sols. Et on a voulu mesurer directement les spectres des âges dans le carbone des sols, parce qu'il y a en fait 3 fois plus de carbone dans les sols que dans l'atmosphère. On a commencé avec des paléosols en Louisiane, et on montre des spectres très bizarres, des spectres des âges très bizarres. En fait, tous les âges sont constants en fonction de température. Et les cartes types étaient moins que la précision analytique des mesures de carbone 14 avec cet échantillon ici. C'était étonnant. Mais ce n'était pas unique parce qu'on a continué de travailler avec Galli. Et ici, ça donne l'impression qu'il y a une grande différence en âge, mais il a ploté avec un zoom sur l'axe des ordonnées, et ça, c'est un axe de peut-être, c'est juste 800 années. Donc ça, c'est en Hawaï, des sols volcaniques avec des matières organiques. Il a remarqué que la température de maximum CO2 a changé quand on allait downcore pour les âges plus vieux et les températures plus grandes, mais les spectres des âges étaient toujours constants. Donc, il y a une grande différence entre les sols et les sédiments suspendus dans les fleuves. Il y a une seule exception, et ce sont des sols du Svalbard, l'île au nord de Norvège, c'est haute latitude, et
En fait, ça vient de l'active layer. Et ça, c'est le couche de sol qui fond chaque année. Mais évidemment, ça ralentit le processus qui tourne le carbone dans le sol. Et on voit que, évidemment, c'est plus important, les sources différentes dans ce sol que le processus qui tourne le carbone dans le sol. Mais on a quelque chose de monitoré ici alors, parce que dans les autres latitudes, on est sûr de voir des changements des processus qui tournent le carbone lorsqu'il y a le réchauffement de la Terre. Maintenant, toutes les évolutions de CO2 que j'ai montrées, ce sont très reproducibles et on a commencé de voir qu'on peut les utiliser tout seuls ou même avec les isotopes stables pour commencer d'utiliser cette méthode sur les rochers, les sédiments plus âgés que 50 000 ans, qui est l'échelle de carbone 14. Ici, c'est un exemple. Encore, ce sont des sédiments de l'Antarctique. C'est un seul carotte. On a échantillonné ces couches ici, ces profondeurs de carottes ici. Et les spectres d'âge ont changé d'un coup encore, mais aussi il y avait des tout petits changements dans l'évolution de CO2. On voit encore les couleurs sont en fonction de largeur de spectre des âges, et on voit qu'on perd de CO2 ici aux basses températures, et on le regagne ici aux hautes températures. Donc ça veut dire qu'il y a une stabilisation, même dans une carotte de sédiment qui a les caractéristiques lithologiques constantes encore. On a vu encore une utilisation avec l'application de cette méthode aux fuites de pétrole. Ici, les courbes de CO2 sont plotées en fonction de jours après le fuite de pétrole. Ce sont des sédiments qui sont contaminés avec du pétrole. Le courbe noire dans chaque panneau, c'est le pétrole, soit même échantillonné de la fuite. Et en blanc, c'est une sorte de mouillin de sol de marécage de la Louisiane. Donc, c'est deux end-members ici. Et on voit que quand les courbes deviennent plus rouges, plus chauds, ça bouge vers le end-member, le sol de marécage. Isotopiquement, c'est tous du pétrole. Mais c'est une stabilisation de pétrole pendant juste quelques années. La seule exception, c'est ici, ce sont des tar balls, qui sont des petites agglomérations de pétrole avec une croûte de sable et de pétrole qui les protège à l'intérieur. Donc, avec toutes ces courbes de CO2, on prévoit de coupler notre système avec un système de détecteurs d'isotopes de dioxyde de carbone cavity ring down ou spectrométrique pour avoir une mesure continuelle des isotopes stables pour utiliser cette méthode pour les échantillons plus vieux que l'échelle de carbone 14. Et en fait, maintenant qu'on apprend beaucoup mieux de cette technique, on prévoit de l'utiliser pour le traçage des sources anthropogéniques de carbone dans les environnements sensibles. Ici, c'est l'île de Réunion avec ses récifs. Et il y avait beaucoup de changements agricoles et urbains sur l'île. Et ça commence d'avoir un flux de sédiments sur le récif et on veut tracer la matière organique avec un couplage méthodologique avec les isotopes stables de l'azote, carbone et oxygène dans les coraux et les éléments de traces dans les squelettes des coraux. Et ça, c'est proposé avec ma postdoc Joanna. Ça, c'est le sommaire. Brefement, on a une méthode relativement brute. C'était depuis les années 70 qu'on fait les pyrolyses graduelles, mais on a couplé avec un système isotopique. On a appris beaucoup de choses sur plein de systèmes, la datation, le transport fluvial de carbone. Les prochaines étapes, c'est le couplage avec les détecteurs continuels des isotopes de carbone et l'emploi du système dans les autres laboratoires. Et c'est une des raisons que je suis ici, pour juste vous montrer qu'on peut utiliser ce système un peu brut sur beaucoup de problèmes et c'est très intéressant. Donc, je vous remercie pour votre attention et ce sont mes remerciements pour les bourses qui supportaient cette recherche.